Je l'ai eu, enfin hier il m'a envoyé, donc je pense qu'il ne doit pas être très loin. Ah oui, il était là. On va attendre. Quelle heure est-il? On va attendre 1 minute. Alors, dans ce cas-là, je vais faire une transition parce que, bon, comme vous avez vu, j'ai tourné ma veste. Donc pendant que j'étais sortie, changer de rôle, il paraît qu'il y a une question sur Copernicus disant que les données n'étaient pas libres. En fait, les données sont libres. Après, il faut développer des applications qui peuvent être payantes. Mais les données Copernicus sont libres d'utilisation, première chose. Et puis il y a des questions sur l'éducation, effectivement. Bon, ça, on peut en parler plus tard. Il y a effectivement des choses qui se font ou qui pourraient se faire. Alors, rebonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième table ronde. Alors, vous avez eu une table ronde un peu plus sur la connaissance de la mer des littoraux, donc la partie plus scientifique. Et on va passer à des questions un peu plus pratiques et stratégiques. Les costumes ont changé un peu, ou du moins ont pris une coloration légèrement différente, pour voir comment donner des exemples de comment les projets spatiaux peuvent donner des moyens ou des outils pour agir. Alors, ça a déjà été dit, je le redis, le satellite n'est jamais la solution ultime. C'est un outil qui est de plus en plus indispensable. Et ça a été mentionné tout à l'heure, avec nos 11 millions de kilomètres carrés, il est vraiment encore plus indispensable qu'à d'autres endroits. Donc on aura d'abord, comme tout à l'heure, une présentation de la situation, et puis des exemples ou des présentations de solutions par différents intervenants. Donc comme précédemment, des présentations pas trop longues, de façon à laisser du temps à des questions après. Alors tout d'abord, pour une présentation de la situation, donc nous avons le capitaine de frégate Florence Wagner. Alors quelques éléments. Elle a rejoint la marine en 1988, après une licence de chimie. Je ne sais pas ce que la chimie a, mais l'intervenant suivant est aussi chimiste. Donc je ne sais pas si la chimie conduit au maritime. Elle a aussi eu un Maritime Executive MBA autour de la fonction garde-côte, donc déjà sur ces sujets-là ou encore. Elle est embarquée pendant 19 ans sur différents types de bâtiments de combat, bâtiments de soutien, patrouilleurs, navires scientifiques. Elle a commandé un patrouilleur et commandé en second un bâtiment de commandement et de ravitaillement. Et elle s'est beaucoup spécialisée dans les systèmes d'information et de communication embarqués, donc avec beaucoup de lutte contre le terrorisme et la piraterie, des assistances aux victimes. Aujourd'hui, elle est collaboratrice de l'adjoint pour l'action de l'État en mer, c'est ça, auprès du chef des opérations aéronavales de l'état-major de la marine. Et donc l'idée, c'est de planter le décor sur le thème, le spatial, qui va permettre d'aider à agir sur la mer. Donc voilà, je vous laisse la parole, commandant. Il doit marcher. Si, tout le monde m'entend? Pardon. Oui, merci beaucoup. Mer et espace ont des caractéristiques communes. Ils sont immenses, ils sont peu habités, ils sont libres de frontières. Et tout ça, ça laisse libre cours à toutes sortes d'activités illicites. Et nous, notre besoin, c'est de savoir pour être en mesure d'agir. Bon, il faut bien entendu connaître l'état écologique du milieu pour prendre les mesures de protection nécessaires, mais ces mesures de protection, il faudra ensuite savoir les faire respecter. Et plus généralement, il faut connaître les activités qui se déroulent en mer pour pouvoir les contrôler, éventuellement s'y opposer. Les défis qui se posent à l'État français sont très nombreux. Alors, les responsabilités de l'État français, elles s'exercent bien évidemment sur les ZEE, on vous remontre là une autre image, mais pas que. Les responsabilités de l'État français s'exercent également en haute mer, sur les navires qui battent notre pavillon. Et là, on pense bien sûr aux questions de sûreté maritime et de protection contre toutes sortes d'actes illicites, comme la piraterie et aujourd'hui les actes terroristes. Mais donc c'est également tout un tas de problématiques qui touchent nos ZEE et qu'on a déjà évoquées au cours de la première table ronde. C'est bien entendu la lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée, mais surtout à Mayotte. C'est un problème qui est assez méconnu de nos concitoyens, mais Mayotte, nous, on a coutume de dire que c'est notre petit Lampedusa. Ce sont des centaines et des centaines de personnes qui immigrent des Comores vers l'île de Mayotte, îlot de prospérité.
Et derrière, il y a des questions de sauvegarde de la vie humaine. La semaine dernière encore, il y a encore un navire qui a chaviré et il y a eu des morts, dont des enfants. C'est le narcotrafic. Le narcotrafic, c'est un fléau qui touche aujourd'hui toutes les mers du globe et sur lequel on travaille en coopération avec des États étrangers et des organismes internationaux. La pêche illégale qui touche toutes nos eaux de manière plus ou moins importante. Notre préoccupation quotidienne, c'est encore la Guyane. Il n'y a pas si longtemps, on a eu également un phénomène de pêcheurs illégaux qui venaient de très loin, des pêcheurs qui venaient du Vietnam pour piller le lagon de Nouvelle-Calédonie, qui venaient jusque dans les eaux territoriales. Ils ne se contentaient pas de venir dans les ZEE, donc ça va très loin. Ces questions de pêche illégale, ça touche également à notre souveraineté. Souveraineté qu'il est difficile de faire respecter sur des territoires dont on a décrit l'immensité, mais dont vous voyez aussi l'éparpillement. La réalité, c'est que nos espaces maritimes, en particulier outre-mer, sont très riches. Richesse minérale potentielle, richesse halieutique, et donc ils sont très convoités. Richesse minérale potentielle, donc on pense à la Guyane où il y a eu des prospections pétrolières licites, celle-là, mais également dans le canal du Mozambique, où, grâce aux satellites, il y a quelques années, on a intercepté un navire de recherche sismique qui faisait de la prospection pétrolière dans notre zone économique, et qu'on a été obligé de chasser en quelque sorte. Voilà. Des territoires donc immenses. On peut revenir sur la zone de Polynésie qui est particulièrement emblématique. C'est un territoire, si on peut dire, la Polynésie qui est immense, aussi étendu que l'Europe, et pour lequel on dispose, pour le surveiller, le contrôler, d'une frégate, un bâtiment multimission, 2 patrouilleurs, 2 avions, qui bien entendu ne peuvent pas être sur l'eau ou en l'air tout le temps. Donc j'utiliserai une image qui est peut-être un peu audacieuse, mais c'est vouloir assurer la sécurité du territoire métropolitain avec 1 ou 2 véhicules. Dans ces espaces éloignés et profonds, il faut pouvoir durer. Ça nécessite des moyens lourds, donc des investissements lourds, alors que nos budgets sont extrêmement contraints. Pour nous, ça conduit à une nécessité, c'est qu'on est en train de passer de la logique de surveillance à la logique d'action ciblée. Donc c'est une nécessité d'assurer aujourd'hui une présence dissuasive dans nos espaces, et le satellite, en ce sens, est devenu une aide indispensable. Et je reviendrai sur un exemple que monsieur a cité tout à l'heure, c'est la lutte contre les pollutions volontaires. On voit que le satellite, au service d'une politique de bout en bout, pour lutter contre une activité illicite, ça porte ses fruits, puisqu'il y a encore 10 ou 15 ans, on avait énormément de déballastage dans nos ZEE métropolitaines. Aujourd'hui, grâce à l'emploi du satellite, associé ensuite à une identification du navire contrevenant, son interception par des moyens navals, son déroutement vers un port français en vue d'une action judiciaire avec à la clé une amende très lourde de plusieurs centaines de milliers d'euros, sans compter l'immobilisation du navire, eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, des déballastages dans les eaux, dans les ZEE de métropole, il n'y en a quasiment plus. On en a peut-être encore 1 par an. Il y en a qui essayent, pas vu, pas pris. Quand on se fait prendre, ça coûte très cher. Voilà. Nos difficultés aujourd'hui, c'est, dans le contexte actuel, de détecter les signaux faibles. J'ai mis une deuxième carte, c'est la densité de la navigation. Vous voyez la densité du trafic maritime qui traverse nos zones. Et on a besoin, dans ce trafic, dans ce bruit de fond, de détecter l'utile. Donc détecter les signaux faibles, les comportements inhabituels pour identifier ou caractériser une activité illicite. La deuxième difficulté, c'est de localiser ou de suivre un mobile dans cet environnement, un mobile qui peut être de petite taille, qui peut parfois être très rapide. On pense bien entendu aux go-fast qui sont utilisés dans le cadre du trafic de drogue, aux Antilles en particulier, et puis du trafic qui peut se dissimuler dans le trafic maritime, qui peut se noyer dans le bruit de fond. Je voulais remercier M. Martial d'avoir joliment illustré tout à l'heure la complémentarité entre mer et espace. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est comment les applications spatiales pourraient encore mieux soutenir les moyens de l'État dans leur recherche
d'un emploi efficient. Merci, commandant. Donc une situation actuelle où finalement il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui pourraient, qui se passent au sens aide apportée par le satellite, mais il pourrait faire encore plus. Alors je vais passer la parole à Phil Mombé, qui est chimiste lui aussi. Exactement, une licence de chimie l'un à aussi. côté de l'autre, presque comme s'il s'était senti une attraction chimique, je ne sais pas. Mais il a aussi un doctorat en océanographie de l'Université de Bretagne occidentale. Alors, sur la dynamique des métaux lourds dans un estuaire sujet à de forts apports agricoles. Comme quoi tout mène au spatial. Comme quoi tout peut mener au spatial. Il est passé par l'IFREMER, il est passé par l'Institut national pour l'environnement des risques industriels, toujours sur les questions d'eau côtière. Un peu d'international en Australie et au Royaume-Uni. Toujours sur des questions liées à l'eutrophisation du milieu côtier, c'est ça les questions des algues et ce genre de choses. L'échange de nutriments, l'interface aux sédiments. Voilà. Retourner à l'IFREMER, toujours sur les qualités de l'eau. Et puis depuis 2010, il est rentré dans ce qu'on appelle donc, le pôle mer Bretagne-Atlantique. Vous avez aperçu le logo sur une planche précédente en tant que chef de projet européen et expert en environnement. Donc il va nous expliquer un peu ce que c'est que le pôle mer. Et entre autres, ce qui est intéressant, c'est la création de ce qui s'appelle, alors j'ai jamais su comment, j'oublie toujours, c'est More Espace ou More Space? Alors, si vous êtes More Espace, More voulant dire mer, en breton voilà. C'est la mer et l'espace. Et si vous le faites à l'anglophone, More Space, c'est plus d'espace. Voilà. Donc, et Copernicus, alors bon, on en a déjà beaucoup parlé. Et depuis octobre 2017, donc un mois, il est directeur adjoint de ce pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc là, l'idée, c'est un ensemble d'exemples de soutien autour de la surveillance maritime. Exactement. Donc merci Isabelle, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Je vais rapidement vous expliquer en fait ce que sont les boosters, parce qu'on n'est pas le seul booster en France, il y a 4 boosters, et la genèse des boosters et le lien avec le satellite. Donc l'État français et en particulier le COSPACE, le Comité de concertation État-Industrie dans le domaine du spatial, a fait depuis un certain temps le constat que les données spatiales sont stratégiques dans différents domaines, la mer, l'agriculture, l'environnement, enfin dans quasiment tous les domaines, et que la France est deuxième mondiale est au deuxième rang mondial dans la partie lanceur et fabrication de satellites, mais par contre on est loin derrière sur la partie application, utilisation de ces données satellitaires. Donc ils ont décidé de créer ce qu'on appelle des boosters. C'est des petites entités qui visent à fédérer, structurer, animer l'écosystème autour de l'utilisation et la promotion des données spatiales pour le développement de services dans différentes thématiques. Et donc il y a 4 boosters aujourd'hui. More Space, c'est le seul booster qui soit exclusivement consacré à la mer, mais il y a aussi le booster Nova porté par le pôle de compétitivité Aerospace Valley, le booster Space for Earth porté par le pôle SAFE et le booster Seine-Espace porté par le pôle de compétitivité à Aztec, qui eux traitent de la ville intelligente, l'énergie, voilà. Mais nous, on est exclusivement sur la mer. Alors dans chacun des boosters, il y a un triptyque qui vise à marier une expertise thématique, encore une fois la mer pour nous, le digital, le numérique, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le satellite et les données satellitaires, c'est bien, mais il y a de plus en plus de données, il y a de plus en plus d'archives, les données s'accumulent et qu'il faut savoir traiter, faire ce qu'on appelle du deep learning, du data mining, de l'archivage, enfin vraiment traiter le volume de données de façon efficace pour pouvoir que ça arrive au niveau d'un service et pas simplement d'une application. Et dans notre consortium, on a aussi le groupement d'intérêt scientifique Bretagne Télédétection qui rassemble les 11 acteurs majeurs de l'Ouest qui sont des experts dans l'utilisation de la donnée spatiale, pour ne pas les citer, AgroCampus, Université de Rennes 2, Institut Mines Télécom Atlantique, le laboratoire d'océanographie spatiale de l'IFREMER, Centre météorologique spatial de Lannion, enfin voilà. Donc voilà, on est tous rassemblés au sein de cette initiative More Space et on traite de différentes thématiques comme les énergies marines renouvelables, la gestion des risques, la sécurité et sûreté maritime bien sûr, la gestion halieutique et aussi la surveillance environnementale. Alors, plutôt qu'un long discours, je vais prendre quelques exemples. Un exemple de la société CLS qui est située pour une partie, en tout cas la division radar à Brest et qui a des moyens de réception en direct
d'images radar. Vous voyez là à gauche pour moi, donc au milieu de l'océan, les différentes trajectoires des balises AIS des navires, et puis au centre de la... Alors, moi, je ne pourrais pas le montrer derrière moi, mais au centre du carré rouge, vous voyez, il y a quelques trajectoires qui sont suspectes. Et c'est le zoom de ces trajectoires suspectes qui est sur la partie droite, où en principe, au milieu de l'océan, un navire, il part d'une côte et il va à l'autre, ou alors il a des caractéristiques particulières s'il pêche. Mais là, ces trajectoires étaient très suspectes. Donc on va retrouver 3 navires au centre de cette zone. Et grâce à l'image, aux images, et en tout cas la coordination des images, des données AIS, des balises des navires, donc les balises AIS, ce sont des balises d'authentification des navires. La société CLS a pu montrer qu'il y avait 3 navires à couple en plein milieu de l'océan. Et c'est avéré que sur ces 3 navires, il y avait un navire de pêche, un navire frigorifique et un tanker. Donc, en gros, ils étaient en train de remettre à zéro les compteurs, c'est-à-dire que le navire de pêche venait décharger sa cargaison sans la déclarer dans le bateau frigorifique, et il venait refaire aussi le carburant pour repartir sur une nouvelle campagne de pêche. Donc, ça rejoint tout à fait ce qu'a dit commandante, si on fait de l'inclusif, en ce moment, c'est à la mode. Ça rejoint tout à fait ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que c'est une histoire de détection de signaux faibles. Il y a des comportements anormaux qui doivent être détectés. Donc aujourd'hui, on est dans le développement de services, en tout cas pour cet exemple-là, détection de services et de caractéristiques qui vont permettre de déclencher des alarmes grâce à la combinaison de données AIS, d'images satellitaires et d'algorithmes qui vont détecter des trajectoires anormales. Donc au sein du booster, on accompagne les projets, on accompagne les porteurs dans différentes phases. Là, on a aidé sur cette thématique précise. L'IMT Atlantique a déposé un projet auprès de la DGA, justement, sur le traitement des données massives liées au trafic maritime et à l'AIS. Et on a aussi accompagné la société CLS sur un projet un prototypage de développement de services qui s'appelle Almacen et qui vise à lutter contre le crime environnemental grâce à la détection de ces comportements anormaux en mer. Voilà, alors au sein du booster en général, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'est pas nous des experts du spatial en tant que tel, on est plus là pour aider à ce que le marché du spatial ou le marché des applications spatiales, qui aujourd'hui reste un marché de niche, même s'il a un potentiel énorme, puisqu'on peut mettre aujourd'hui du spatial dans presque tous les secteurs économiques. Donc on vient nous aider auprès de notre écosystème à trouver des financements, à identifier des appels à projets dans lesquels ils vont pouvoir développer leurs services. On va aider à monter des dossiers, à les mettre en relation avec les bons acteurs, s'ils ont besoin de compétences particulières en algorithmie, s'ils ont besoin de compétences particulières en data mining. Voilà, on va utiliser les réseaux des pôles, parce qu'on est aussi associé au pôle image et réseau. Donc on va utiliser les réseaux pour mettre les gens ensemble et pour qu'ils développent les aider à développer leurs services. En 2017, on a sécurisé pour la partie bretonne, plus de 1,5 million de subventions pour des entreprises comme j'ai Odine à ma gauche qui a pu bénéficier d'un financement, on l'a accompagné, et Marc Lénon aussi tout à l'heure à Tech Imagine a cité le booster, on l'a accompagné à trouver des financements pour que les services, pour que l'usage de la donnée spatiale passe de l'application au service. On sait faire beaucoup de choses avec les données spatiales aujourd'hui en termes d'application, mais de là à en faire un service, c'est autre chose. Il y a besoin effectivement de différentes fréquences de revisite, il y a besoin de pérennité de sources d'images, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un cadre favorable là-dedans. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse sur la partie accès aux données de la question de monsieur. Je ne suis pas trop d'accord avec vous, dans le sens où aujourd'hui, il y a différents portails qui donnent accès à toutes ces données. Je pense par exemple au portail PEPS du CNES où vous verrez les dernières acquisitions de toutes les sentinelles aujourd'hui. Je pense au portail de Ocean Virtual Lab d'une société Ocean Data Lab qui est aussi dans notre écosystème, qui a développé un portail pour l'ESA où vous pouvez voir les bouées à Argos, vous pouvez voir les modèles de température, de salinité, vous pouvez voir les dernières acquisitions Sentinel 1, les dernières acquisitions Sentinel 2.
Et en plus, l'ESA et Copernicus met en place les DIAS, donc ça va être juste mis en place. Donc je pense que l'accès à la donnée aujourd'hui, elle est plutôt assez facile. En quelques coups de clavier sur Google, vous allez vous y retrouver. Parenthèse fermée. On est aussi là, les boosters, pour créer de l'opportunité. Donc on a réussi à faire accéder à différents salons à titre gratuit. On a permis d'exposer à des boîtes au Bourget. On a permis à Eodine, à côté, d'aller à Expertise Spatiale, rencontrer les grandes personnes du spatial. On aide aussi aux boîtes à accéder à des services. Je pense en particulier à la plateforme PEPS du CNES, qui permet de faire tourner des algos directement sur leur calculateur au plus près de la donnée, qui n'est pas à télécharger la donnée, une perte de temps, une perte de bande passante, une utilisation de bande passante inutile. Voilà, on met en place un cadre favorable pour l'utilisation, pour la promotion de l'utilisation des données spatiales. Et on essaye aussi de faire la représentation de notre écosystème. Donc aujourd'hui, je suis content parce que je viens avec une bonne partie de mon écosystème, donc c'est très bien. Mais sinon, on essaie de mutualiser en fait à travers une ou plusieurs personnes cet aspect dissémination, représentation, lobby. Donc à Morespace, on est point de contact national pour l'espace, donc dans le cadre de H2020. On est Copernicus Relais. On a aussi des membres qui sont Copernicus Academy et qui aident à faire la promotion de tout ce qui est télédétection et satellite pour la formation pour le spatial. Je réponds encore au monsieur, parce qu'il y a des choses qui se font dans le cadre du programme Copernicus. Voilà. Et puis on envoie régulièrement, tous les trimestres, une newsletter de veille avec de l'information très qualifiée pour que l'écosystème n'ait pas à perdre son temps à fouiller dans tous les appels à projets, dans toutes les news, les événements, et qu'ils aient directement l'information en quelques minutes de lecture. Voilà, et juste pour finir, une petite initiative à laquelle je voulais vous parler. On organise aussi chaque année ce qu'on appelle les challenges du numérique cadeau. Alors cadeau pour nous, c'est le challenge pour l'accélération du digital dans l'Ouest. Et on a une brique qui est dédiée aux satellitaires. Donc on a d'un côté des sponsors qui vont émettre un challenge, un défi qu'ils n'arrivent pas forcément à régler et qui est à la marge de leur activité. Et ça permet à des PME de pouvoir venir relever ce défi et de nouer une relation avec le sponsor. Donc aujourd'hui, on a 4 défis ouverts. Un défi avec Météo France sur la création d'un portail de visualisation, un défi avec France Énergie Marine sur la caractérisation de la houle côtière, un défi avec le CED sur la caractérisation de la dérive des nappes, et un défi avec CLS sur les nouveaux moyens de détection des navires en mer. Voilà, tout ça avec l'usage de données spatiales. Il y a une subvention de 70 000 € à la clé, donc voilà, s'il y a des PME dans la salle qui veulent y répondre. Oui, il reste une semaine. Voilà, c'est ça. Mais c'est un pré-dossier, c'est une pré-réponse avant de pouvoir être qualifié. Donc c'est juste une page de dossier à remplir, c'est très facile. Voilà, je reste ensuite à votre disposition si vous avez des questions. Merci Phil. Alors Yann Guichou a déjà été un peu introduit par Phil. Alors lui, il m'a dit il est brestois depuis 25 ans. Oui, c'est Avant, ça. je ne sais pas, mais depuis 25 ans. Donc lui, il n'est pas chimiste, de physique des capteurs et instrumentation. C'est ça. Et il est tombé dans la mer grâce à son service militaire au Chaume. Exactement. Donc, dont on a parlé tout à l'heure. C'est un petit monde, le spatial, le maritime, finalement, c'est un petit monde. Donc il a travaillé au laboratoire de physique des océans, à la Société Atlantide, au CEMTEF, ex-phare et balise, je suppose que veut dire CETMEF, pardon, CETMEF. CETMEF, oui. Donc maintenant, c'est REMA. Voilà. Où il a fait du traitement de l'information et de la télédétection pour le suivi des navires, en utilisant le système AIS qui a déjà été évoqué tout à l'heure, le Automatic Identification System. Et comme avant, il avait travaillé sur les problématiques de mesure de courant, il a fait le lien tout seul dans sa tête entre courant et AIS. Et donc, il a créé la société Eodin fin 2015, donc une toute jeune société, mais qui, semble-t-il, a déjà des beaux succès, puisque l'ESA a passé un contrat. Bon, c'est pas moi, mais quelqu'un de chez nous, Ifremer, Airbus. Oui. Donc, l'idée, c'était de présenter, comme dans la table ronde précédente, aussi un exemple un peu plus fouillé de
de nouvelles technologies qui combinent tout ça. Donc je vais lui laisser la parole. Très bien, merci pour cette introduction et puis pour l'invitation également. Donc une présentation sans filet. Alors j'espère que je n'ai pas mis les techniciens dans la difficulté parce qu'il y a 2 vidéos dans la présentation. Donc j'ai fait un petit peu le forcing pour utiliser mon PC. J'espère que ça va bien se passer. Alors pas sorti de ce contexte-là. Donc effectivement, Eodin, c'est une société qui a été créée en décembre 2015. Alors, je vais être obligé de mentionner les slides suivants. Voilà. Donc, suivant. Donc, c'est une société qui a été créée en décembre 2015. Alors, il y a une liste à bulles, normalement, qui apparaît lorsqu'on clique sur la barre espace. Donc, créée en décembre 2015, on est 4 associés dans la société et notre activité concerne la mesure de courant de surface dans les océans. Donc c'est une société avec aujourd'hui une activité principalement basée en France, mais on commence déjà à développer une activité également aux États-Unis avec l'installation d'un bureau à Seattle. Et on a, pour ce faire, levé des fonds en avril 2017 qui nous permettent justement de nous porter assez rapidement à l'international. Donc, diapositive suivante. Donc ça, c'est ce que je pense qu'on va retrouver les points suivants. On va retrouver les points que j'ai mentionnés, que je vous disais que j'avais pris des risques. Voilà. Donc on retrouve voilà. Diapositive suivante. Donc les courants marins, donc c'est le cœur d'activité de la société Eodin. Donc avec une présentation et une activité qui aurait pu trouver sa place dans la table ronde précédente, forcément. Donc courants marins qui intéresse tout un tas de secteurs d'activité avec des enjeux écologiques et économiques très importants. Donc juste pour vous donner une idée des enjeux écologiques et économiques, je vais prendre un exemple concret et l'exemple d'un de nos partenaires. Je vais vous parler de la compagnie CMA-CGM. Donc c'est une société qui opère plus de 500 navires actuellement à travers le monde. Et cette société s'intéresse aux courants marins pour réduire sa facture énergétique. Donc juste pour vous donner une idée de l'impact économique justement par rapport à ce besoin, le budget carburant de la société CMA-CGM en 2012 c'était de l'ordre de 4 milliards de dollars. Ça représente à peu près 50% de leur coût opérationnel. Donc une bonne information sur les courants marins utilisés pour optimiser la route des navires et donc limiter la consommation de carburant, ça peut faire économiser entre 1 et 3% de cette consommation et de ce montant annuellement. Donc on voit que l'enjeu est important pour les compagnies maritimes. Et pour faire le lien aussi avec l'écologie, donc 1 tonne de carburant consommé, c'est aussi 3 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc là aussi, il y a des réductions potentielles importantes en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui expliquent que des compagnies maritimes s'intéressent à ces courants de surface. Alors il y a tout un tas d'autres applications, donc je ne vais pas les passer tout en revue, ça serait trop long. Donc on va passer à la diapositive suivante. Et donc classiquement, pour mesurer les courants dans les océans, ce qu'on utilise, c'est soit des bouées dérivantes, ou voire des profileurs dans certains cas. On peut utiliser des radars HF en zone côtière, des navires d'opportunité ou des navires océanographiques équipés de courantomètres. Et puis un des moyens les plus courus, c'est l'altimétrie satellitaire qui permet de mesurer à l'échelle globale les courants. Donc en particulier une forme de courant qu'on appelle le courant géostrophique. Et donc il y a des montants importants qui sont investis par l'ESA, par le CNES, par la NASA dans le cadre de nos programmes internationaux pour déployer ce type de technologie et répondre aux besoins opérationnels que je mentionnais précédemment. Alors, l'activité d'Eodin concerne la mesure de courant et on vient en complément de tous ces moyens-là. Alors, bien évidemment, on n'a pas les moyens de l'ESA ou du CNES pour déployer nos propres satellites altimétriques et arriver à fournir de l'information à nos clients. Donc, on procède différemment. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer sur la diapositive suivante. Donc, ce que fait Eodin, c'est qu'on exploite le trafic maritime et les données AIS. Donc, vous allez le voir sur une vidéo. Voilà. Non, il faudra revenir en arrière. C'est la vidéo précédente. Ouais. Voilà. C'est pas facile. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les données AIS. Donc, ici, vous allez voir un exemple de trafic maritime au large des côtes algériennes. Et donc, à partir d'une analyse type machine learning, on remonte à une information sur les courants de surface en analysant la dérive des navires et on reconstruit des champs de courant en temps réel et en temps différé. Donc là, typiquement, vous voyez une sortie de nos algorithmes où on voit des tourbillons qui se déplacent un peu à la manière des dépressions dans l'atmosphère au niveau de la côte algérienne et qui peuvent être suivis à l'échelle de différents bassins océaniques. Donc là, ce que vous voyez, c'est une reproduction d'un courant de surface calculé à partir d'un mois de données de trafic maritime. Et donc, à partir d'un mois de trafic maritime, sur une grille à 5 km, on est capable de couvrir le bassin méditerranéen. Donc, ça vous montre le potentiel
et de la collecte d'informations AIS pour obtenir des informations de courant complémentaires des techniques que j'ai évoquées précédemment. Donc on peut l'arrêter, je pense. Voilà. Donc diapositive suivante. Et donc l'idée d'Eodin, c'est effectivement d'utiliser le navire comme capteur in situ. Et donc, on obtient, grâce à cette technique-là, une capacité d'observation des océans qui est juste inédite et concrètement révolutionnaire. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est une animation du Gulf Stream. Donc, il y a 6 mois de données à peu près, donc sur une grille à 20 km. Et c'est du trafic maritime qui est exploité, de la donnée AIS, pour observer ces tourbillons, ces méandres qui se déplacent et qui permettent véritablement d'imager les courants à l'échelle du bassin atlantique et plus largement de la planète. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo. Donc, on arrive vraiment à imager les courants, mais vraiment au sens pur. Donc, c'est un peu ce que représente cette vue d'artiste où le trafic maritime vient finalement éclairer la surface de l'océan et permet d'imager, comme un rayon lumineux, permet d'imager un objet et produire une photo. Donc, le trafic maritime et la densité qu'on voit à l'écran actuellement permet d'imager la surface océanique et vraiment de reproduire la dynamique océanique de manière fidèle. Donc, diapositive suivante. Donc, aujourd'hui, les courants Eodin et le service principal d'Eodin concerne ce qu'on a qualifié de données omni situ, c'est-à-dire qu'on est sur de la mesure in situ parce que le capteur est dans l'eau, le navire est dans l'eau, on est vraiment sur une réponse à une contrainte physique. Et on a la capacité, grâce à l'AIS et aux constellations AIS satellitaires en particulier, de collecter cette information à tout moment et partout dans le monde, en simultané. Donc, juste pour faire un parallèle par rapport à l'altimétrie, donc actuellement, il y a 6 missions altimétriques en orbite autour de la Terre. À un instant donné, il y a 6 mesures qui sont réalisées. Avec cette technologie-là, on en a plus de 100 000 au même moment. Donc, il y a un différentiel en termes de nombre qui est relativement important, qui explique que j'ai utilisé le mot révolutionnaire tout à l'heure. On arrive vraiment à un niveau de performance qui est totalement inédit et qui va changer beaucoup de choses dans le domaine maritime dans les prochaines années. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc là, c'est juste un descriptif des bénéfices de la solution. Vous pouvez avancer. Voilà. Et donc, pour conclure, donc je reviens sur les validations, parce que les premières fois que j'ai présenté mes résultats, effectivement, on m'a regardé d'un œil un peu bizarre, en me disant ça a l'air bien ton truc, mais est-ce que tu as fait des validations? Est-ce que tu n'es pas en train de nous raconter des cracks? Non. Donc il y a eu depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, pas mal d'études de validation qui ont été menées, notamment financées par l'ESA, que je remercie à l'occasion. On a travaillé avec l'ESA sur un projet qui s'appelle Globe Current. Et donc vous trouverez sur nos sites notamment quelques résultats qui ont été mis en ligne à cette occasion. Voilà. Donc voilà, par rapport à l'activité, ce qu'on sait faire à Eodin et qui trouve des liens également avec les aspects sécurité maritime. On aura l'occasion peut-être d'en rediscuter dans l'échange par ailleurs. Merci. Merci Yann. Et un exemple qui montre qu'il n'y a pas que l'observation de la Terre qui peut être au service des océans. Donc là, typiquement, c'est un autre type d'outil qui peut aider. Alors CLS, on en a déjà un peu parlé, mais on va y revenir. Parce qu'en fait, CLS est quand même un peu incontournable en France et international. Nadia Maref est ingénieure d'affaires en surveillance maritime. Alors elle fait Télécom Sud Paris, c'est ça que oui. De l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et un doctorat en électronique. Donc elle est une spécialiste des solutions spatiales au service de la surveillance maritime. Donc elle a travaillé chez Altran, à l'ONERA, avant de rejoindre le CLS, qui est donc une filiale du CNES, mais aussi de l'IFREMER. Et l'idée, c'est de bâtir des offres sur mesure basées sur les technologies spatiales et les drones pour le compte des autorités internationales, donc mentionné douane, garde-côte, marine nationale, etc. Donc dans le cadre de CLS. Donc je vais vous laisser présenter ce que vous faites. Merci. En espérant que Phil n'a pas raconté les mêmes exemples quand il a parlé de CLS. Il y en a plein. Alors ça tombe bien parce que je n'ai pas vraiment amené d'exemple, parce qu'on m'avait dit pas de présentation, pas beaucoup de temps, donc en fait j'ai été sage et j'ai fait qu'une slide, donc c'est la suivante. Si vous pouvez me passer la... Voilà, bon, c'est bon. Donc du coup, c'était juste un petit support visuel à mon introduction, donc je ne vais pas forcément commenter la slide.
Donc à CLS, à la surveillance maritime, donc ma collègue Claire a bien présenté la société, donc je vais pas y retourner, je pense. Phil a montré un très très bel exemple d'application ou de service qu'on fait dans la surveillance maritime. En gros, nous, les thématiques qui nous intéressent, c'est tout ce qui est lié au trafic illégaux en mer, que ce soit le trafic de drogue, le trafic de clandestins, la pêche illégale, la pollution par hydrocarbures, par oxyde de soufre, oxyde d'azote, etc. Et on cherche en fait à apporter une solution au gouvernement, aux agences gouvernementales, pour répondre à ces problèmes auxquels ils font face tous les jours en fait. Je vais juste citer un exemple par rapport aux pollutions hydrocarbures qui ont soulevé débat. Donc tous les ans, il y a à peu près 6 millions de tonnes d'hydrocarbures qui sont déversées dans les mers. En effet, en Europe, on a la chance d'avoir un service qui s'appelle CleanSeaNet, qui est mis en œuvre par l'Agence de sécurité maritime européenne, l'EMSA, qui permet de surveiller les pollutions par hydrocarbures. Donc CLS participe à ce service en détectant les pollutions par hydrocarbures grâce à de l'imagerie satellite radar. Donc c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. On surveille les eaux européennes au service du citoyen. Donc juste pour rebondir sur la remarque de monsieur... Allô ? Oui. Certes, la donnée n'est peut-être pas directement... Enfin, elle est disponible puisque c'est de l'open data, etc. Mais il faut juste savoir qu'il y a tout un tas d'agences et de gouvernements qui mettent en place des services qui sont au service du citoyen. Alors le citoyen n'a pas accès à la donnée pour l'analyser par lui-même. Il y a besoin d'experts pour faire ça. Nous, on a des analystes qui sont habitués à la détection de pollution sur une image radar. Ça ne se fait pas tout seul. Donc l'accès à la donnée, c'est bien, mais il faut quand même en faire quelque chose d'utile. Et je pense quelque part qu'il faut faire... une balance entre accès à la donnée et laisser aussi parfois aux experts le soin d'en faire, de les rendre accessibles par le résultat et non pas juste par l'accession à la donnée de manière simple. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Ensuite, pour vous donner un autre exemple d'activité qui a été aussi commenté par le commandant Wagner, on travaille énormément sur la lutte contre la pêche illégale, un peu partout dans le monde en réalité, puisque c'est un problème qui est malheureusement global dans tous les océans. Et on essaie de fournir un service qui est intégré, qui va de l'analyse de la biologie marine, grâce à des données satellitaires, mais des modèles et des données in situ, pour essayer de prédire où vont avoir lieu les activités de pêche en amont, pour que aussi les décisionnaires sachent où regarder en fait, parce que en effet, je ne sais plus quelle personne a dit, certes maintenant on a énormément de données qui sont disponibles, etc., mais il va falloir cibler l'utilisation de la donnée pour en faire une utilisation efficace. Et donc cette utilisation de biologie marine, par exemple, permet d'orienter la recherche et d'utiliser les images satellites qui sont coûteuses malgré l'existence de Copernicus, des programmes tels que Copernicus, etc. L'utilisation d'autres types de données permet de cibler et d'optimiser l'utilisation de l'imagerie spatiale qui a un certain coût et de faire des recherches d'activités illégales là où il y a un fort potentiel pour ces activités et détecter les signaux faibles justement. Après, on utilise aussi d'autres types de données telles que du media mining, c'est-à-dire on recherche des données sur Internet, enfin c'est de l'intelligence. On utilise des données de tracking de navires, que ce soit de l'AIS, que ce soit du LRIT, ça c'est pour les gros navires, ou du VMS pour les navires de pêche. Ensuite, on utilise des bases de données navires, qu'elles soient privées ou publiques. Donc c'est des bases de données qui nous donnent accès à tout un tas d'informations intéressantes sur le navire, son armateur, l'équipage, l'historique du navire, où c'est qu'il a été, quelles sont les inspections qu'il a eu lieu dans le cadre de certaines législations, dans certains endroits dans les océans. Et en fait, notre boulot, c'est de fusionner toutes ces informations, de les digérer, si je peux dire, et de fournir un service qui permette aux décisionnaires d'aller plus vite dans leurs décisions et d'aller droit au but. Donc, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut vulgariser pour que les gens aient conscience de ce qu'est le spatial, pour qu'ils l'utilisent, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, notre rôle à nous, utilisateurs du spatial ou créateurs de services
sur des données spatiales, c'est d'imaginer des services qui permettent aux utilisateurs d'oublier que c'est du spatial. En fait, il n'y a pas besoin de savoir que l'écho radar, ça vient de l'espace ou de la côte ou d'un avion, peu importe au final. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on est en train de leur donner comme information et à quoi ça va leur servir. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on vulgarise pour que les gens comprennent, mais moi, mon travail, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est surtout écouter les gens, savoir quel est leur besoin, et si le spatial peut y répondre, tant mieux, puisqu'on est une boîte qui fait du spatial, mais pas que, puisqu'on fait aussi des drones. Mais en fait, notre métier, c'est surtout d'apporter des solutions aux gens. Donc, ils n'ont pas à savoir que c'est du spatial. Et moins ils le sauront, et mieux ça se passera, en fait. Voilà, merci. Merci, Nadia. Alors, le dernier intervenant avant les questions, donc le capitaine de vaisseau Sacha Bailly, alors lui, il vient d'encore plus loin, puisqu'il vient de Chamonix, au départ, donc aussi pas tout près de la mer. Il a rejoint l'école navale en 1991, mais il est aussi diplômé du Corso Superiore de Livorno, en Italie, et du Collège interarmées de défense. Il a servi sur de nombreux bâtiments, y compris bâtiments italiens, avec des opérations un peu partout. Fan de rugby. Bon, c'est vrai qu'entre Chamonix, l'Allemagne et l'Italie, Italie un peu plus pour le rugby, mais un peu moins pour les autres. Il a commandé un navire hydrographique et le patrouilleur hauturier d'essai A3, dont vous avez peut-être entendu parler, c'était il y a quelques années qui a été proposé par Naval Group maintenant pour essayer des nouvelles technologies. C'est longue expérience internationale donc, puisqu'il a aussi été affecté à l'OTAN à Naples, au QG de l'opération Atalante au Royaume-Uni et attaché naval à Rome. Donc une grande expérience internationale en plus de française. Et il est actuellement à l'état-major de la marine depuis l'été 2016, en charge de la protection et de la surveillance maritime. Donc des aspects un peu opérationnels ici. Très bien. Merci beaucoup. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi en tant qu'ancien commandant d'un bateau hydrographique d'être dans cette superbe salle. J'ignorais son existence, donc vraiment très très joli. En fait, pour la marine, l'espace est devenu tellement évident qu'on a tendance à oublier en fait 2 des 3 piliers de l'espace qui nous intéressent particulièrement. On a beaucoup parlé de l'imagerie, qui est celui dont je parlerai un peu plus. Mais en première chose, le point principal pour nous concerne le positionnement. En fait, de nos jours, le GPS est devenu tellement évident en fait, qu'on n'y pense même plus. C'est un service spatial et c'est un service qui est absolument vital pour nous, aussi bien pour nous positionner en tant qu'unité. Ça sert également maintenant pour les armes, pour les missiles et autres. Donc c'est un service spatial en fait qui, pour nous, a une importance vitale. En fait, on le considère comme une évidence, il le devient de moins en moins. Parce que jusqu'à présent, on considérait que c'était quelque chose d'absolu, d'infalsifiable, ou uniquement éventuellement par les Américains qui l'ont développé à l'origine. Mais on ne considérait pas qu'il pouvait être soumis à caution. Des événements récents, en fait, ont un peu écorné cette certitude. Il y a quelques années, donc, le détournement d'un drone américain, a priori par l'Iran, par en fait, une falsification de sa position GPS. Et récemment, vous avez entendu parler, j'imagine, des bâtiments américains qui ont été l'objet de collisions. La légende urbaine, à un moment, circulait que la position d'un de ces bateaux avait été falsifiée par la Chine. Bon, a priori, ça n'est qu'une légende urbaine, mais on voit que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans l'inconscient. Mais c'est aussi parce que techniquement, c'est possible. Donc, on a déjà un premier domaine. En fait, on croyait le spatial absolu. On se rend compte qu'il faut aussi le regarder avec précaution. Le deuxième domaine concerne les communications par satellite, qui, pour nous, maintenant, sont absolument indispensables. En fait, c'est en rapport avec la portée de certains des missiles adverses. Lorsque vous avez la Corée du Nord qui tire un missile qui a une portée de 1000 ou plusieurs milliers de kilomètres, on a besoin de dispositifs qui sont très étalés et donc de communications satellites qui vont avec. Là où auparavant on était en UHF, en VHF, uniquement portée d'horizon, ça ne suffit plus et on est obligé de faire confiance aux satellites. Bon, à savoir que si on parle de satellites militaires de communication, on est sur des débits pour les jolis bateaux de 2 mégabits par seconde. Si vous rapportez ça à la box à la maison, on n'est pas tout à fait dans le même domaine, ce qui explique qu'on a aussi besoin de discipline, de procédures sur les bateaux qui nous permettent en fait de gérer cette pénurie. Et voilà, donc un porte-avions, qui est un bateau, une base aérienne et 1500 personnes, possède 2 mégabits quand vous, à la maison, vous en avez 30. Donc à tenir
à l'esprit. Donc le troisième domaine qui est celui en fait, dont on a le plus parlé ici et qui évidemment aussi a un grand intérêt pour la marine, concerne toute la partie imagerie, avec une spécificité pour la marine, c'est que comme vous le savez, donc, la France possède son satellite propre d'observation étatique, donc par les satellites Helios et les programmes à venir de remplacement d'Helios. Par contre, vu la densité d'opérations qui est menée, et surtout d'opérations terrestres, quasiment toute la ressource souveraine en fait, est dédiée aux opérations terrestres et très peu aux maritimes. Le palliatif qui a été trouvé à cela, en fait, a été l'utilisation en fait, par la marine d'un service commercial, donc établi avec un consortium que je ne citerai pas, même s'il est présent dans la salle, mais en fait, donc, qui consiste en fait, à l'établissement d'un guichet qui permet en fait, aux utilisateurs uniquement outre-mer, donc aux commandants de zones maritimes outre-mer, de définir en fait, un besoin d'imagerie satellite, définissant la résolution dont ils ont besoin, le type d'image optique ou SAR, donc le préavis nécessaire. À partir de ce moment-là, en fait, donc, un devis est établi, le consortium prend l'image, l'analyse et transmet le résultat de l'analyse au commandant de zone maritime qui l'utilise après dans le cadre de l'action. Donc c'est actuellement l'état de l'art pour la marine dans ce domaine. C'est un succès technique, c'est quelque chose qui rend de très bons services, qui est uniquement limité par le volet financier, mais je pense que nous ne sommes pas les seuls à en souffrir. C'est qu'en fait les commandants de zone maritime ont pris goût à ce produit et on définit des besoins qui maintenant excèdent largement ce que nous sommes capables de nous payer. Bon, ceci est une autre affaire. Cette imagerie spatiale représente pour nous en fait un mélange d'opportunités et de risques. Concernant les opportunités, donc je parle à l'avenir. Je pense que tout le monde ici connaît le rapport Fioraso et donc qui est le gap qui va se creuser entre la quantité d'images disponibles et la capacité d'analyse de ces images. Donc des études sont en cours actuellement pour développer tout ce qui est traitement, exploitation automatique des images, traitement et analyse automatique. L'idée pour nous, c'est de sortir en fait de ce cliché pris à un moment qui nous permet d'avoir une image vraiment parcellaire pour arriver en fait à vraiment déterminer ce qu'on appelle nous des patterns live, vraiment des habitudes en mer à partir des images prises qui seraient traitées de manière automatique au fur et à mesure qu'elles tombent, et d'acquérir une connaissance maritime dans des zones éloignées qu'on ne possède pas actuellement. Dans des zones comme la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, avant le spatial, en fait, c'était des chambres noires dans lesquelles on allumait la lampe de poche 5 secondes par jour. Maintenant, on est en train d'augmenter un peu l'éclairage dans ces salles, sans atteindre cependant enfin, une vision parfaite de ce qui s'y passe. Et on découvre encore des choses dont on ignorait parfaitement l'existence. Le narcotrafic en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qu'on découvre de manière récente, alors qu'il existe probablement depuis un certain temps. L'autre intérêt pour nous, donc pour l'instant, nous sommes avec cette lampe de poche et donc des visions qui sont parcellaires et qui font en fait qu'on utilise l'outil à un niveau, ce qu'on appelle nous, opératif ou stratégique. C'est-à-dire que c'est le grand chef qui prend l'image et qui ensuite déclenche son opération. Les technologies qui sont en train de se mettre en place avec une programmation nettement plus rapide, quasiment temps réel des satellites, et un déchargement des images qui peut lui aussi devenir quasiment temps réel avec les technologies de certaines entreprises, nous permettent, finances permettant, de travailler en fait quasiment à un niveau tactique. Si on est capable d'avoir effectivement une programmation en quelques dizaines de minutes et un déchargement en quelques minutes, on peut tout à fait imaginer que ce n'est plus le commandant de zone qui traiterait cette image-là, mais ce serait éventuellement le commandant de bâtiment qui utiliserait de l'imagerie satellite pour pister un contrevenant ou un ennemi. Donc on voit dans les années à venir des opportunités qui pour nous sont très intéressantes. Parmi les risques, cette démocratisation en fait de l'imagerie satellite, évidemment elle nous profite. Il n'y a aucune raison qu'elle ne profite pas à quelqu'un qui est capable de se la payer et qui n'ait pas forcément de bonnes intentions. On peut penser à d'autres États, on peut penser à de l'asymétrique, donc avec du terroriste, on peut simplement penser à des narcotrafiquants qui ont des sous et qui n'ont pas envie de se faire attraper 4 tonnes ou 5 tonnes de cocaïne dans l'arc antillais. Donc de ce point de vue-là, l'imagerie peut aussi se retourner contre nous, à nous de voir comment on peut traiter ça, si c'est par une voie réglementaire, par une voie technique d'aveuglement de satellites ou autre, mais on ne considère plus que le satellite n'est que positif. On commence à se rendre compte que peu à peu,
la problématique peut aussi se retourner contre nous. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat, puisqu'en fait, le 16 juin 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, les États-Unis ont créé un poste de général de l'espace, où en fait, ils sont passés donc d'une vision de l'espace comme un atout, en fait, à une zone potentielle de conflit, au même titre que le cyberespace et que d'autres domaines. Et donc, il faudra non seulement en fait, profiter de la manne spatiale, mais éventuellement, elle va rentrer en compétition et il faudra éventuellement se battre pour elle. Donc nous sommes actuellement quasiment à une sorte de croisée des chemins, où pour certains domaines, positionnement, communication, nous avions atteint des niveaux qui étaient très bons, mais qui maintenant deviennent un risque. Et de même dans le domaine de l'imagerie spatiale, de gros progrès qui nous attendent, mais qui peuvent aussi nous desservir si les progrès qui sont en train d'être enregistrés ne nous profitent pas à nous, mais profitent à ceux contre lesquels nous luttons. Voilà. Je vous remercie. Merci, commandant. Alors, pour commencer, j'ai envie de demander, avant de passer la parole, vous avez été plusieurs à mentionner la question de détection des comportements non normaux en mer, de navires. Donc il y a un besoin côté marine, il y a des solutions éventuellement qui sont proposées. Qu'est-ce qui manque pour que cette solution de détection de comportements illicites puisse être appliquée partout où c'est nécessaire et permettre de détecter tout ce qui se passe de manière illicite? À part l'argent. Pour faire très rapidement, au niveau de la marine, je pense que c'est essentiellement une question de quantité, puisque quand on voit les constellations qui soit sont lancées, soit sont en passe d'être lancées, on va arriver effectivement à une revisite, si on accède à l'ensemble des bouquets, qui sera, on n'est pas sur la permanence, mais sur de la quasi-permanence. Donc effectivement, c'est d'abord le traitement derrière qui n'est pas encore, lui, à un niveau permanent. Donc le traitement restera dans tous les cas une ligne retard. Et après, juste un petit point de détail que j'ai oublié de mentionner, mais que Florence Wagner avait déjà évoqué. Nous, la marine, nous sommes faits pour agir, plus que pour surveiller. S'il s'agit de surveiller pour constater notre incapacité parce qu'on n'a pas de bateau, ça ne nous sert pas beaucoup. Donc là, mettre beaucoup d'argent dans la surveillance, c'est très bien. Et il faut aussi que nous, on pense à l'intervention. Je vais peut-être compléter. Je pense qu'aujourd'hui, le service au type de prototype est presque commercialisable. Il y a quand même ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on peut constater, comme je l'ai montré tout à l'heure, un échange en plein milieu de la mer. S'il n'y a pas le bâtiment pour aller arraisonner les contrevenants, c'est compliqué. Donc il y a une partie, au-delà de la détection, l'identification, il y a aussi une partie juridique derrière. Alors soit vous avez un bâtiment sur place qui peut constater et prendre en flagrant délit en disant bon là vous êtes en train de faire du trafic, on vous arrête. Mais si vous avez juste les images, c'est aujourd'hui encore, aujourd'hui les images satellites, ça reste encore un petit peu compliqué à utiliser comme preuve juridique. Alors il y a eu récemment petite anecdote du bateau, d'une image satellite qui a servi à condamner un bateau qui faisait un dégazage. Mais l'histoire derrière ça, c'est que le commandant du bateau pensait qu'il était dans les eaux internationales et il avait légalement le droit de dégazer. Donc il a avoué qu'il avait dégazé. Il a dit oui, c'est moi. Sauf que l'image satellite montrait qu'il était dans les eaux territoriales, ou dans la zone, je ne sais pas exactement où c'était, mais où là, il n'avait pas le droit. Donc il s'est fait condamner pour ça. Mais aujourd'hui, l'image satellite ne vaut pas preuve, ne sert pas comme pièce d'accusation juridique. Il y a des États qui l'acceptent comme pièce juridique. Ouais, déjà l'image, mais ça, pas forcément tous les États. Ouais. Donc, mais si ça progresse dans ce sens-là, je pense que ça aidera aussi la marine à avoir vraiment une action préventive sur tous les trafics. Alors, est-ce qu'en sens inverse, l'information disponible des trafics peut aider à augmenter les moyens de la marine? Je suis un peu iconoclaste là, mais... Ah mais ça, c'est un débat budgétaire. Effectivement, on a toujours de bons exemples pour dire, vous voyez tout ce qui se passe sur les océans et ce qu'il nous faut pour nous protéger. Après, c'est l'équation budgétaire. Les budgets de l'État français sont contraints et il faut trouver un équilibre entre tous les ministères. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à obtenir tout ce qu'idéalement on estime nécessaire pour remplir nos missions aujourd'hui et demain. Et demain, il faut voir aussi plus loin.
les programmes d'équipement, enfin, Sacha Bailly en parlerait mieux que moi, ça se construit sur plusieurs années, donc ça nécessite de l'anticipation. Je ne sais pas si tu veux apporter un complément. Oui, juste à titre d'exemple, il a fallu la catastrophe de l'ouragan Irma pour obtenir un patrouilleur supplémentaire d'une valeur de 25 millions d'euros. Donc je doute que nos politiques soient vraiment très très sensibles à quelques trafics à l'autre bout du monde pour investir plusieurs centaines de millions d'euros. Oui, je vais aller dans ce sens-là aussi. Donc effectivement, pour pouvoir mener des missions de surveillance et analyser notamment du trafic maritime, parce que c'est aussi de ça dont il est question pour la surveillance des pêches et les trafics illicites, il faut récupérer une information fiable et la plus fine possible, donc être capable d'analyser les trajectoires avec des positions, avec une récurrence relativement bonne. Sauf que jusqu'à maintenant, les constellations, en particulier AIS satellitaires, ne permettaient pas de collecter des données avec cette récurrence qui permettait d'analyser finement l'ensemble des trajectoires des navires. Et donc le nerf de la guerre, c'est effectivement l'argent. À une époque, jusqu'en 2012, le CNES a eu un projet de mission satellitaire AIS haute performance qui a finalement été abandonné faute de moyens, mais qui aurait permis d'aller plus loin et d'observer des phénomènes fins et des comportements fins, justement, en collectant plus d'informations. Donc il y a techniquement beaucoup de choses à faire pour progresser en termes d'acquisition d'informations et de traitement, mais le nerf de la guerre, c'est aussi le financement pour pouvoir aller plus loin. Nous, ce qu'on voit sur les cas d'usage de l'imagerie satellite pour ce qui concerne nos clients, c'est qu'en général, l'imagerie ne sert pas forcément à analyser une zone maritime entière à l'aveugle. Comment ils s'en servent? Ils prévoient une opération de patrouille. Et en fait, pour éclairer cette patrouille, ils viennent acquérir des images en amont afin de cibler ensuite, une fois qu'ils sont en mer, l'orientation du navire de patrouille là où il y a de l'activité potentiellement illicite. Donc c'est plus dans ce sens-là que c'est utilisé pour justement pas trop dépenser, je dirais. Et après, il y a un autre point que je voulais ajouter, c'est pour reprendre l'exemple de l'EMSA, l'Agence de sécurité maritime européenne, qui aujourd'hui donc a mis en place, depuis cette année, un système de surveillance par drone qu'on fournit également pour eux, qui est pour les activités de pêche illégale, d'immigration clandestine, mais de pollution aussi. Et en fait, ça permet une extension du spatial au plus près des actions illégales, puisque en fait, à la lumière de ce qui est détecté sur les imageries satellites, avec des drones de moyenne taille, on arrive à aller sur la scène où s'est passée la pollution ou la pêche illégale présumée, de manière plus rapide peut-être qu'avec une patrouille classique. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Dans la salle, il y a un micro qui est... Oui, là-bas à droite. J'en vois une. On a un peu la lumière dans les yeux, c'est pour ça que c'est... des personnes mal intentionnées. C'est ce qu'on appelle la dual technologie. Moi, je suis spécialiste de photonique infrarouge. Je connais ces aspects-là sur les détecteurs infrarouges et les caméras infrarouges. Mais malgré tout, si ces images sont disponibles par le commun des mortels, ça veut donc dire qu'elles correspondent à une technologie N-1. Et donc, malgré tout, sur les aspects militaires, on reste toujours sur les images les plus performantes. C'est la même chose en infrarouge où quand on se retrouve à une technologie infrarouge en caméra qui devient usuelle, ça veut dire qu'au niveau des applications militaires, on a toujours le N+1. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? En fait, tel que je vois les choses, ce n'est pas un problème technique, puisqu'en l'occurrence, il s'agirait de détecter une frégate de surveillance, par exemple aux Antilles, qui fait 100 mètres de long. N'importe quelle image satellite vous la trouvera. Donc c'est-à-dire que le N+1, pour nous, ça fait partie des études qui sont menées, mais on en est encore assez loin, ça serait éventuellement de pouvoir aveugler les satellites qui passent au-dessus. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais donc, pour moi, il n'y a que deux solutions. C'est soit une solution réglementaire, il existe pour ça des organisations internationales qui peuvent travailler sur ces règlements-là. On voit déjà sur certaines imageries terrestres ou quand on va sur certaines zones géographiques,
les images sont d'une qualité nettement inférieure à ce qu'on connaît d'habitude. Donc il y a une solution réglementaire. La solution techno, après pour nous, dans ce cas, c'est effectivement de dégrader techniquement les images, mais là ça devient plus compliqué et ça provoquera quelques dégâts collatéraux. Après, aveugler un satellite, on commence à faire de l'offensive dans le spatial, on est un peu limite. Y a-t-il une autre question? Ah, là-bas, avec la lumière. Non, derrière. Derrière, ça sera toi après. Vous avez parlé tout à l'heure des richesses minérales de la Guyane, mais il y a aussi sur le caillou de la Nouvelle-Calédonie le nickel. Est-ce qu'il a besoin d'être protégé ou est-ce que... Ah, il va répondre directement. Tu réponds au nickel ou... Pour le nickel, protéger la ressource de nickel, non, je pense que, à l'heure actuelle, moi je m'intéresse à un projet que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est celui de savoir si une station de réception directe, très haute résolution, radar et domaine optique aurait du sens du côté de la Nouvelle-Calédonie. Les mineurs, les miniers sont intéressés parce que suivre en temps, en suivi répété leurs exploitations, et maintenant qu'ils sont obligés de bien les gérer pour en protéger les environnements, soit via des crues vers le lagon, soit au contraire en replantant un certain nombre d'espèces qui auront été détruites, oui, ça peut avoir un intérêt, mais protéger la ressource de nickel et faire appel au spatial, je ne sais pas trop répondre à cette question. Par contre, moi j'avais une question qui vient que j'adresse au capitaine de vaisseau Bailly. Bon, je pense que vous avez, dans la surveillance maritime, en parlant justement du Pacifique, où il y a à la fois de la pêche illicite qui est en train d'exploser complètement avec des navires vietnamiens, les Blue Boat, il y en a 1000 qui ont été construits et qui viennent piller les récifs coralliens pour récupérer ce qu'on appelle des holoturies, qui sont les concombres de mer. Voilà, concombres de mer qui sont prisés par les Chinois et qui arrivent sur le marché chinois à peu près à 500 € le kilo. Donc ça peut expliquer qu'une pêche illicite se dégage, plus les trafics de drogue entre l'Australie et les États-Unis qui passent par là. Moi, ce que vous avez évoqué, c'est trimaran. Ce que je voulais savoir, c'est que par rapport à d'autres solutions qui peuvent être évoquées par CLS, etc., est-ce qu'il y a des complémentarités entre les approches, ou est-ce que ce sont des systèmes complètement indépendants? Ça, c'est ma première question. J'en aurai une autre après. Alors, entre les systèmes, on va revenir un petit peu sur la dernière question qui a été traitée, satellite, drone. Si vous voulez parler de complémentarité, oui, pour moi, la solution, elle est là, elle est bien dans la complémentarité des outils. Il ne faut pas voir le satellite comme un outil en soi, une finalité en soi, ou le drone, pareil, comme un substitut au satellite. Pour moi, le satellite, le drone, le radar, ce sont des moyens complémentaires au service de la surveillance. Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, et il faut trouver le moyen d'en faire le meilleur usage, sans dupliquer inutilement les moyens, alourdir les coûts budgétaires d'emploi. Au contraire, il faut rechercher la meilleure utilisation complémentaire de ces outils au profit de l'opérationnel. Ne pas les mettre en concurrence. Oui, c'était ça le sens. Est-ce que justement il y a des concurrences ou qu'au contraire il y a des rapprochements qui sont en train de s'engager? C'était la question. Bon, je donne le point de vue étatique, après je vous laisse la main si vous voulez. Alors si je me souviens bien, mais je suis arrivé un peu trop tard pour ça, je crois que Trimaran, en fait, initialement, c'était justement parce qu'il y avait 3 entreprises, donc CLS, pour ne pas les citer, Telespazio et Airbus. Voilà, le Trimaran, il y a un des foils qui est parti, mais je crois qu'initialement, l'idée chez nous, étatique, c'était effectivement d'avoir les 3 ensemble.
Bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons industrielles, c'est indépendant de notre volonté. Concernant après l'optimisation des moyens, effectivement, on a de tout. On a du radar HF, le drone, les avions de surveillance maritime qui, pour nous, sont très importants parce que, contrairement à tous les autres moyens, ils font de la surveillance et de l'intervention. Donc, qu'on cherche absolument à préserver. Et justement, on veut tordre le cou de l'idée que le satellite ou le drone feront tout. C'est entièrement faux. Il nous faut des moyens d'intervention. Mais donc, on cherche effectivement à optimiser, disons, les différentes couches entre les radars côtiers HF, le drone, l'avion de surveillance et d'intervention, le pseudo-satellite peut-être un jour, les apps et le satellite. Il y a des travaux qui sont en cours là-dessus actuellement à la DGA, mais on travaille là-dessus pour éviter du gâchis parce qu'on ne peut plus se le permettre. Juste pour répondre à votre question, donc Trimaran, ça promeut l'utilisation de différentes constellations d'imagerie satellitaire et ça aide à donner un accès unique à la marine française pour différentes constellations. Je pense que l'approche, même si CLS n'en fait pas partie aujourd'hui, elle est tout à fait louable et on est tout à fait d'accord avec cette utilisation, en tout cas optimisée, de différentes sources de données satellitaires pour lutter contre les problèmes dont on a parlé précédemment. Merci. Tu avais une autre question ? Oui, l'autre question était simplement de savoir, pour l'opérationnel de systèmes comme Trimaran, au-dessus du Pacifique, les systèmes enregistrent et vont redéverser leurs images quand ils passent au-dessus la station de Toulouse ou autre. Et souvent, les enregistreurs de bord au-dessus du Pacifique sont pleins. Est-ce que la marine voit un intérêt à ce que des stations de réception en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie puissent aider à optimiser les temps de réaction ? Telle qu'elle est posée, la réponse est évidemment oui, tant que c'est pas cher. Deuxième point, et tant que j'ai un bateau à proximité qui sert à quelque chose. Vous connaissez la situation actuellement en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Avoir des images super fraîches alors que le bateau le plus proche est à 48 heures, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut une cohérence entre la surveillance et l'intervention. Si on n'a pas ça, on perd de l'argent. Voilà. Tu peux faire passer le micro derrière, là, voilà. Donc vous avez signalé, monsieur le capitaine de vaisseau Sacha Bailly, que vous avez, personne ne parlait de GNSS, donc de GPS et de Galileo, mais il y a encore un truc que vous avez oublié, c'est la météo. C'est tellement évident qu'on n'en parle même plus. C'est-à-dire la météo pour les océans, c'est forcément spatial. À terre aussi, mais bon, pour les océans. Donc on a parlé de plein de choses, hein. On a parlé d'observation, optique, radar, pour la compréhension des océans, pour l'environnement, la sécurité maritime, mais aussi la sûreté maritime, pour la détection des icebergs par exemple, l'AIS, l'Argos, le GNSS, alors donc GPS, Galileo, le GPS que l'on peut brouiller ou spoofer comme on dit, mais il y a EGNOS qui permet de rendre les signaux GPS et Galileo, comment on appelle ça, les authentifier, donc certifier la position, donc ça a été fait pour les avions, donc si ça marche pour les avions, ça devrait marcher pour les bateaux. Galileo est beaucoup plus sûr que GPS pour cet aspect-là aussi, puisqu'il a un aspect de certification des signaux. Et on travaille aussi sur les solutions de positionnement précis à 10 cm. Alors je ne sais pas si c'est extrêmement utile pour les bateaux, ça l'est quand même en mer pour certaines applications de type plateforme pétrolière ou autre. Et on a parlé de bathymétrie ce matin et de positionnement sous l'eau, donc je pense que ça peut avoir des applications aussi en mer, un positionnement très précis, uniquement satellitaire, donc valable aussi au milieu de l'océan à 10 cm. Vous avez évoqué les solutions télécom, donc pour la marine évidemment, mais aussi pour les bateaux de croisière. Et vous savez que les bateaux de croisière, ils veulent tous se connecter à Facebook tous les soirs, donc il faut aussi des télécoms, même au milieu de l'océan. Et donc effectivement, tout le monde a oublié la météo, qui est tellement évident qu'on n'en parle plus. Donc je rejoins ce que Madame de CLS a dit, effectivement, ok, il faut développer les connaissances sur les spatiales, mais finalement, quand ça marche bien, c'est qu'on a oublié qu'on a mis du spatial dedans. Et la preuve, la météo, ils ont tous oublié qu'il y a du spatial dedans. Voilà, c'était ça mon intervention. Merci Frédéric. Y a-t-il une autre question pour le moment ? Oui, au milieu. Oui, bonjour, Hugo Blanchet pour le pôle mer Méditerranée.
Juste en complément de ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure par rapport au booster. Donc c'est vrai que Morespace traite exclusivement de la partie maritime, mais le booster Nova et le booster Nova et le booster PACA, exactement, traite aussi de la mer au travers du pôle mer Méditerranée, puisqu'on est impliqué dans ces deux boosters. Et finalement, c'est ce que je trouve intéressant dans cette initiative booster, c'est qu'on recouvre l'ensemble des façades, la façade atlantique et la façade méditerranéenne. Et donc on aide à l'émergence de projets innovants sur le spatial et le maritime, avec des contextes un petit peu différents, que ce soit sur l'Atlantique ou que ce soit sur la façade méditerranéenne. Voilà, c'était juste un petit complément que je souhaitais apporter sur cette initiative booster. Merci. Merci. Et Frédéric, à quand le booster Outre-mer ? Alors bon, je ne l'ai pas dit parce que ça a été dit par Philippe tout à l'heure. Donc le CNES aide en fait au développement économique des entreprises via les régions, via les boosters. Il va y avoir 2 autres boosters bientôt, dont un en Guyane. Alors je ne pense pas qu'il y aura des boosters en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, mais on travaille avec ces 2 régions. Et récemment, donc, vous avez dit tout à l'heure, monsieur, qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisation de données spatiales en Nouvelle-Calédonie, mais je crois justement qu'il y a un projet, enfin en tout cas j'ai été amené à l'évaluer, donc je pense qu'il y en a un, de réception satellitale de données sentinelles, enfin toutes les données sentinelles en Nouvelle-Calédonie, et également de Pléiades. Je ne sais pas si Bono, tu confirmes. Enfin en tout cas voilà, donc c'est en cours, c'est peut-être pas actuel, mais c'est en cours. Donc les solutions spatiales, effectivement, c'est en train d'exploser là. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça explose, au-delà du programme Copernicus, qui est, à mon avis, le meilleur programme du monde. Moi, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment un super programme. C'est bien, c'est pas moi qui le dis. Mais non, mais je le dis pas pour te faire plaisir. En plus donc des données Pléiades, magnifiques, Copernicus, gratuites, disponibles sur 30 ans, il y a aussi la puissance de calcul, qui change aussi beaucoup la donne. Et ça a été dit par M. Guichou. La IS plus l'intelligence artificielle, la puissance de calcul permet d'exploiter encore beaucoup mieux les données. Donc là j'ai perdu le fil d'ailleurs de ce que je voulais dire. C'était quoi la question ? La Nouvelle-Calédonie ? La réception Oui, donc voilà, donc des données vont être utilisées en Nouvelle-Calédonie. Il y aura une base de données pour empiler toutes les données disponibles, Pléiades, Sentinelle, pour toutes les applications locales. Je veux rajouter quelque chose sur ce sujet-là. Bon, c'est mon entreprise qui est chargée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie d'étudier la faisabilité. Et si la faisabilité vis-à-vis d'un certain nombre de questions aboutit à des réponses positives pour qu'une telle structure voie le jour, le modèle économique du système et le business model qui a été évoqué dans la table ronde précédente montrent qu'il va falloir qu'on invente quelque chose de tout à fait sioux si on veut y arriver. Il va falloir que ça soit du public-privé et vraisemblablement d'impliquer les organisations internationales sur cette histoire-là en plaidant la cause avec les violons de la santé du corail, des mangroves, etc. etc. Donc c'est pas fait. Enfin, mais ça peut peut-être intéresser les Australiens. Ils ont annoncé fin septembre qu'ils allaient créer une agence spatiale. De toute manière, il faut intéresser, vous avez vu dans le cercle de visibilité que j'ai présenté, il y a les Australiens, la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a les Salomon, il y a Fidji, il y a Tonga, etc. etc. C'est par là qu'il faut essayer de trouver la porte d'entrée, et pour que ça coûte pas cher. En plus. Voilà. Oui, il y a une question là-bas. Oui, complément de réponse. C'est une question aussi. C'est une question. La réponse d'abord ou les questions après ? Non, il veut poser une question aussi, donc allez-y. Alors juste pour information, vous savez, monsieur, je ne connais plus le nom, c'est pas grave, qu'il y a un système de constellation de relais satellitaires, l'European Data Relay System, qu'utilise le programme Copernicus et ça va se développer. Et donc votre région, elle sera vue en temps réel, je répète, en temps réel, il n'y a pas d'enregistrement à bord, et votre région sera vue en temps réel au-dessus du continent européen, de l'autre côté. Oui, mais là, la question, c'est de les recevoir en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas, mais en tout cas, la question d'une station de réception, elle n'est pas... Enfin, c'est une réponse. Et puis la deuxième, c'était juste, je veux vraiment pas polémiquer, mais M. Bombay, s'il vous plaît, vous connaissez le montant du programme Copernicus Education ? Juste, je vous pose la question. 0 €.
0 euros, monsieur Mombay. D'autre part, monsieur Mombay, est-ce que vous vous dites que les choses sont faciles d'accès? Ben non, c'est les gens, effectivement, d'ailleurs, vous avez eu un bon réflexe, vous avez dit, il vous suffit d'appuyer sur Google pour retrouver les noms des... Mais justement, Google, effectivement, a rendu les choses simples d'accès avec Google Earth, etc. Nous, à travers le PEPS, on pourrait faire vraiment... Moi, je suis à fond pour le PEPS, mais un PEPS qui soit sur le long terme. C'est sûr que ça demande du budget. Je suis à fond pour Copernicus. Un Copernicus facile d'accès. À fond pour ces choses-là. Et puis, Madame Maref, excusez-moi. Vous avez étudié à Marne-la-Vallée. Je suis aussi professeur à Marne-la-Vallée. Ça se trouve, je vous ai eu comme étudiant. Quand je vous entends dire que moins les gens savent sur l'espace, mieux c'est, ça m'afflige. J'ai pas dit que moins les gens savent sur l'espace, j'ai dit que les gens à qui on destine nos services, quand ils ont la donnée et l'information, ils n'ont pas besoin de savoir que l'information vient de l'espace. Ah oui, d'accord, ok. Mais enfin, je vous ai entendu dire que moins les gens savaient sur l'espace, mieux ce serait. Mais enfin, bon, ok. Donc je vous ai enseigné des choses, et c'est très bien, donc apparemment ça vous a servi pour vous en servir dans des... Mais surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas de mépris pour les citoyens. Pas de mépris pour les citoyens. Et là, je suis très sérieux. Rappelez-vous le drame de l'Erika, dans lequel Géoréseau, etc., les gens, les citoyens, ils expliquaient combien de seaux de pétrole ils avaient ramassé sur les pages, que eux-mêmes, à travers Géoréseau ou des réseaux comme ça, ils ont collaboré eux-mêmes de manière gratuite pour faire face à des situations où les pouvoirs publics, le CEDRE et compagnie, étaient complètement défaillants. Donc je ne veux plus entendre du mépris comme ça pour les citoyens et pour les étudiants, pour vos enfants, vos petits-enfants, à savoir qu'ils ont besoin d'éducation aussi sur l'espace. Excusez-moi. Enfin, là, bon, histoire de... Je ne vais pas répondre. De ne pas vous défendre là-dessus. C'est pas une question, telle que je le comprends et que je le vis, c'est pas une question d'éducation, de considérer que les gens ne sont pas capables de comprendre ou autre. C'est que l'espace ou les éléments qui viennent du spatial sont de plus en plus dans notre vie courante, et c'est ce qui était rappelé pour la météorologie, et que la question pour les gens n'est pas de se poser la question de savoir d'où ça vient, c'est que ça soit disponible. Après, qu'ils aient besoin, qu'on doive faire de l'éducation, qu'on doive passer, qu'on doive aider les jeunes à se former aux sciences et aux techniques, à tout ça, c'est une chose qui reste. Mais ce qui est important, c'est d'apporter la solution. Et la personne qui utilise une solution, c'est pas son problème de savoir d'où elle vient. C'est pas une question de rabaisser. C'est pas une question de rabaisser. C'est que ce qui est important pour la personne, c'est d'avoir la solution, d'avoir l'outil, d'avoir la donnée. Si elle a envie d'en savoir plus, il n'y a aucun problème. L'explication existe. Mais ce n'est pas pour dire qu'elle n'est pas capable de comprendre. C'est pour dire que la solution devient tellement évidente que voilà, ça devient une solution évidente qui est en combinaison éventuellement avec d'autres choses. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et projet éducatif, j'y ai travaillé aussi quelques années, donc je vois un peu ça. Moi, j'ai pas senti que c'est pas une dévalorisation des gens, c'est plutôt une reconnaissance que ça devient quelque chose de naturel. Bon, on se trompe peut-être, mais... Oui, donc moi j'avais une question par rapport à l'AIS satellitaire, et je voulais savoir si... par rapport au ministère de la Défense, la notion de souveraineté télécom et le fait que les fournisseurs aujourd'hui de données SAT-AIS privés auxquels fait appel la marine en particulier sont à la fois aux États-Unis ou au Canada ou dans d'autres territoires. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de fournisseurs français, c'était quelque chose qui posait problème, ou est-ce qu'on s'en accommode très bien? Parce qu'on a parlé du GPS et de Galileo. Donc, une des raisons pour lesquelles Galileo voit le jour aujourd'hui, c'est parce que justement, on ne voulait pas être dépendant du GPS américain. Est-ce qu'en matière d'information sur le trafic maritime, le fait que l'information provienne de l'étranger, c'est un problème? Oui, ça l'est. Mais dans tous les cas, à partir du moment où c'est une information qui est privée, on la regardera de toute façon, on la regardera de plus près. Donc, si ce n'est pas du souverain, de toute façon, ça nécessitera de notre part un contrôle a posteriori. On ne l'utilisera pas tel quel comme quelque chose de forcément juste. Ensuite, concernant le fait que les constellations soient américaines ou canadiennes, c'est dommage que nous, au niveau français, voire européen, on ne soit pas capable de proposer quelque chose. Une manière de pallier cette faiblesse,
c'est justement d'avoir accès aux divers fournisseurs, de pouvoir comparer les produits en temps réel pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas des décalages dans ce qui ressort. Après, je veux dire, le fait que c'est américain, comme pendant des décennies de GPS, c'est un fait. On peut pas aller contre. Oui, juste pour compléter, on ne peut pas se priver effectivement de moyens qui nous sont accessibles et qui nous sont utiles. Simplement, il faut les utiliser avec prudence. Et le principe, c'est que de toute façon, toute information est corrélée, elle est comparée. On n'utilise pas une source unique. On confronte diverses informations pour se faire notre propre appréciation de la situation. Et pas que des informations détenues par des autorités étrangères ou fournies par des autorités étrangères, plus exactement. Avec quand même des choses qui se passent un peu plus près que les États-Unis. Il y a les Norvégiens, en particulier, qui sont en train de déployer, qui ont déployé déjà des satellites démonstratifs d'AIS par satellite. Et l'idée, c'est de le proposer plus largement. J'ai l'impression quand même que pour l'AIS, le problème est plus sur la qualité du signal que sur la réception du signal. Parce que si j'ai bien compris, un navire peut modifier ses données AIS à volonté. Donc, est-ce que c'est pas ça plutôt le problème ? Non, mais justement, aujourd'hui, je pense que CLS l'a bien montré, dans ses services. Aujourd'hui, un bateau qui coupe son AIS devient suspect. Je parle modifié. Oui, ou qui modifie, les deux. Parce qu'il y a un flot de données où on peut suivre les trajectoires des navires, et d'un coup, le navire qui était en Atlantique passe dans le Pacifique. Ça, justement, ça fait partie des critères qui vont être pris en compte dans les algos pour détecter justement des signaux faibles. Oui, pour compléter, on a également des algorithmes qui permettent de détecter les changements d'identité, que ce soit l'IMO, le MSI ou le nom du navire ou même le call sign. Donc on détecte tout un tas, on surveille en fait la fiabilité de la donnée et on donne des indicateurs de fiabilité de la donnée aux décideurs pour qu'ils sachent en fait que la donnée sur laquelle ils sont en train de prendre une décision, elle est fiable ou non fiable. Et je pense que ça, c'est un élément très important pour l'AIS qui est un système ouvert. Est-ce qu'il y a Et juste un dernier point, c'est que l'AIS, initialement, n'est pas satellitaire. C'est quelque chose qui se fait aussi à partir de bases terrestres sur des portées qui sont relativement importantes. Après, savoir ce qui se passe exactement au milieu du Pacifique, ça peut nous intéresser, mais ce n'est pas le cas majoritaire. Donc pour nous, la question de l'AIS n'est pas forcément une question spatiale. C'est une question générique, effectivement, de tout système collaboratif qu'il faut prendre avec précaution. Par contre, la corrélation AIS avec de l'imagerie spatiale, là par contre ça nous intéresse parce que ça permet effectivement de détecter des anomalies. Je crois que le vrai challenge aujourd'hui, c'est la fusion des données. C'est de pouvoir mettre ensemble les données AIS, de n'importe quelle source qu'elle soit, terrestre ou satellitaire, les données du drone qui va retransmettre ces images en direct, les données des balises VMS, l'ensemble des différentes données qui doivent se retrouver en même temps, doivent être corrélées et doivent permettre à la marine ou à d'autres institutions de prendre des décisions en conséquence. Oui, devant. Une question à ce sujet de la complémentarité des données, peut-être pour CLS, c'est sur la complémentarité satellitaire-drone. Comment vous envisagez cette complémentarité vu la réglementation des drones actuellement ? Alors en fait, dans les pays européens où sont déployées actuellement des opérations de drones, la législation a été adaptée. Enfin, il y a des demandes d'autorisation qui sont faites pour ouvrir des couloirs aériens aux drones que l'EMSA a choisi pour ces services-là. Et donc évidemment, comme tout service, il faut que la législation elle suive. Et ça a été un des gros challenges justement d'avoir les autorités aériennes des pays nationaux qui acceptent le survol des drones sur les eaux territoriales. Donc c'est au cas par cas, pays par pays. Et donc pour l'EMSA, c'est possible ? Chaque pays dit qu'il est intéressé à accéder à ce type de service. Et pour ce faire, il met en place la législation qui va bien pour pouvoir avoir les survols de drones de l'EMSA. Mais là, c'est un survol, oui, effectivement, par un pays qui veut collaborer. L'avantage du satellite, c'est qu'il peut le survoler n'importe quelle zone sans frontières. Le drone doit respecter des zones aériennes. Oui, après, nous, on s'adresse généralement à des pays qui sont en train de surveiller leur domaine maritime. Donc, à eux aussi d'adapter leur législation à la surveillance de leur zone propre. Oui, la question, c'est quand on veut surveiller les zones de quelqu'un d'autre. Après, c'était pas simple. Hein. Je me dis que c'était simple, mais c'est nécessaire. Concrètement, ça va vraiment pouvoir se faire, vous pensez Ça s'est déjà fait, c'est déjà le cas dans plusieurs pays en Europe.
Oui, aujourd'hui, c'est effectivement extrêmement compliqué. La législation, au moins en France, prévoit que le drone vole un espace ségrégé, c'est-à-dire qu'il a un volume d'espace où il n'y a rien d'autre dedans qui vole. Ça nécessite de s'y prendre très en amont. Donc le drone, c'est pas quelque chose de réactif aujourd'hui. Et il y a un travail qui est en cours, et l'expérimentation de l'EMSA, elle doit aussi contribuer à améliorer les choses. L'EMSA cherche à tirer profit de cette expérimentation qui est mise en œuvre par les États membres. Elle fournit un service, mais elle laisse aux États membres le soin de le mettre en œuvre, y compris sur le plan réglementaire. Et elle veut tirer parti de ces travaux avec l'agence, avec l'EASA, donc l'Agence aéronautique européenne et Eurocontrol, pour adapter la législation au niveau européen et assouplir l'emploi du drone. Mais je pense que ça va être effectivement très très compliqué parce qu'il faut arriver à gérer un engin télépiloté au milieu d'un trafic aérien qui peut être dense dans certaines zones, et le trafic même en mer trafic aérien peut être dense. À l'approche de grands aéroports, je pense par exemple à Marseille ou à Nice, je vois mal l'emploi du drone se faire dans des zones comme ça de manière très simple. Enfin, pour l'instant, je pense que c'est l'aviation civile qui aura le dernier mot et qui dira zgrogneux, non, priorité au trafic d'approche de l'aéroport de Nice ou de Marseille, le drone, il volera ailleurs. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste contraint, non réactif, et pas un outil en mesure de voler n'importe où. Et on ajoute à ça, je crois, la partie survol terrestre, puisque le drone souvent est mis en œuvre à partir de la Terre, et les contraintes de sécurité liées au survol terrestre par un engin non habité. Ça fait beaucoup de choses. Oui, tu veux passer le micro juste ? Alors, on parle de drones, mais tout le monde pense à des drones comme quelque chose qui vole, mais il y a aussi des drones qui flottent. Alors, c'est juste sans vouloir mettre l'eau à la bouche de ceux qui assisteront à l'épisode 2 demain matin. On parlera peut-être un peu plus de cet aspect-là, mais on n'imagine pas la révolution qui est en train de se mettre en œuvre sur tout ce qui flotte. Et ça, les drones, il ne faut pas considérer que c'est que des trucs qui sont en l'air, c'est aussi des trucs qui vont flotter, mais qui vont aller beaucoup plus vite et qui vont être beaucoup plus autonomes que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ouais, donc effectivement, demain matin, autonomisation des navires. Est-ce qu'il y a une question ? Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Ariel. C'est une question qui est au croisement de la lecture de la donnée, de son utilisation et de ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdsourcing, c'est-à-dire l'utilisation de la lecture par la source publique et la mise à disposition, effectivement, d'un certain nombre d'images avec des restrictions d'usage qu'on connaît, et les complexités de lecture qui ont été rappelées par Philippe tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des réflexions aujourd'hui, et c'est une question qui me taraude depuis la disparition du vol de la Malaysian Airlines. C'est une question que j'ai en tête et qui repose sur, effectivement, est-ce qu'il y a des réflexions aujourd'hui qui pourraient mettre à disposition plus d'images désécurisées, déverrouillées pour la sphère du grand public et qui aideraient à une meilleure sécurité en mer ou à une meilleure recherche en mer ou même peut-être une meilleure surveillance en mer pour conforter l'action de l'État en mer, justement. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens ? Le crowdsourcing pour des questions étatiques de surveillance maritime ? Non, pas forcément pour l'état d'éthique, mais déjà dans un premier temps pour des questions de sécurité, de retrouver des personnes perdues, des bateaux perdus ou des morceaux d'avion qui se crachent en mer. Parce qu'on a bien vu que la limite de l'exercice sur le vol de la Malaysian Airlines, malgré tous les efforts qui ont été faits en termes de déploiement d'outils de recherche, qui soient maritimes ou même sous-marins, on a bien vu les limites de l'exercice. Et je me demandais si, par la lecture de plus de données ou plus d'images satellites, et j'entends encore une fois la complexité de lire une image satellite pour le grand public, est-ce qu'il n'y a pas là une source de réflexion à mener pour permettre d'améliorer certaines problématiques, de retrouver des choses perdues en mer? Alors, je ne sais pas si une réflexion là-dessus. Pour l'instant, pour répondre au cas Malaysian Airlines, la solution qui a été adoptée, qui est en cours de déploiement, c'est la mise en place de balises en complément des boîtes noires, mais des balises qui vont permettre de localiser une épave tombée en mer.
des balises sur les Ça sera une balise qui restera en surface une balise acoustique qui permettra de localiser une épave. Qui resterait en surface ou qui serait lâchée au moment de l'impact Je n'en connais pas exactement la nature, mais je sais que c'est destiné à être détecté par des avions de recherche. Alors je ne sais pas, je suppose que c'est une balise acoustique qui équipera l'avion et qui permettra à un avion de recherche de détecter une épave tombée en mer. Je ne peux pas vous donner plus de détails techniques sur ce système. Est-ce que... Oui, Frédéric. Juste sur ce point-là, l'idée pour résoudre ce genre de problème, c'est plutôt les boîtes noires qui sont connectées tout le temps, donc des boîtes blanches en fait. C'est-à-dire des avions qui sont connectés tout le temps. Parce que là, effectivement, un avion, quand il est au milieu de l'Atlantique, il n'est plus connecté, d'où le besoin d'enregistrer sur boîte noire ce qu'il est en train de faire. Comme ça, si jamais on le retrouve, on sait ce qui s'est passé. Et donc l'idée, c'est qu'il soit maintenant connecté tout le temps, y compris au milieu de l'océan. Donc plus de boîtes noires, mais des boîtes blanches. Oui, donc les données soient disponibles en permanence. Donc le point où se trouve l'avion est disponible en permanence. C'est ça. Y a-t-il une dernière question? Oui, là-bas derrière. On approche de la fin. Oui, Karel Verreken de Nouvelle Solidarité. Pour sortir un peu de la mer, je voudrais parler des déserts, puisque en fait, il y a des millions de personnes qui sont menacées par la sécheresse. Et il se fait que par satellite, par radar, en fait, on peut dépister les aquifères et les sources en eau assez profondément, en dessous de 200 mètres, entre 200 et 400 mètres, dans les souterrains. Alors, je ne sais pas, peut-être des amis du CNES, je ne sais pas si en France, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais évidemment, c'est quelque chose qui peut sauver des millions de vies si c'est pris au sérieux et s'il y a une coopération internationale pour, comme toujours, s'il y a de l'action derrière la perception. 200 mètres, ça me semble beaucoup, Frédéric. Oui, je parle d'un monsieur qui s'appelle Alain Gachet, qui a travaillé notamment pour les compagnies pétrolières et qui a travaillé pendant 2 ans sur un algorithme, parce que, comme vous le savez, les données brutes, c'est effectivement la question, c'est comment est-ce qu'on peut lire les données. Donc il y a toute une bataille, et je ne sais même pas s'il y a des brevets ou comment. Je pense qu'il y a vraiment des recherches. Je pense que la grande bataille, c'est pour les algorithmes permettant d'avoir des données exploitables. Et donc ça a été... Lui-même a travaillé pour le commissariat des Nations Unies, notamment au moment de la crise du Darfour. Et il a pu aller sur place, faire des forages de plus de 200 mètres en souterrain et trouver de l'eau et sauver des milliers de vies, justement grâce aux satellites. Et puis c'est un peu le sujet de la... Là, on n'a pas forcément les spécialistes. Je soupçonne qu'avec les satellites, on peut avoir des idées de la géologie d'un terrain et donc identifier des zones qui sont typiquement porteuse de nappes, mais sans garantie. Je ne sais pas, tu peux me confirmer? Il se trouve que je travaille dans l'imagerie radar, donc je suis un peu bien placé pour y répondre. A priori, les ondes radar des satellites radar ne pénètrent pas le sol, sûrement pas à 200 mètres. Ça pénètre la glace sèche à plusieurs centaines de mètres, quand on a des grandes longueurs d'onde. Le sable sec, quelques mètres, quelques dizaines de mètres, mais pas des centaines de mètres. Par contre, pourquoi? Parce que les satellites imageurs, je parle bien des satellites imageurs, c'est la bande X, la bande C, ou voir la bande L à 20 cm. Et il faudrait des grandes longueurs d'onde pour aller plus loin. Par contre, il existe des radars aéroportés qui, eux, peuvent pénétrer beaucoup plus loin avec des grandes longueurs d'onde. Mais je rejoins ce que dit Isabelle, c'est probablement par l'analyse d'images radar satellitales à 5 cm de longueur d'onde par exemple, la combinaison d'informations au sol, plus des informations qui viennent de l'imagerie radar, plus des connaissances sur la géologie qui permettent effectivement avec des algorithmes de donner des probabilités sur la présence d'eau en souterrain. Mais ce n'est pas l'onde radar, en tout cas des satellites imageurs, qui va à 200 mètres de profondeur, ça c'est pas possible. Il faudrait des très grandes longueurs d'onde, métriques ou beaucoup plus, comme il y a des satellites cryosat et autres qui pénètrent la glace sur des centaines de mètres, mais c'est des longueurs d'onde adaptées. Par contre, juste pour aller un petit peu plus loin, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets d'application de programmes qui réfléchissent à tout ce qui est en quoi le satellite peut aider en cas de crise, en cas de problème d'approvisionnement en eau. On a un programme qui s'appelle Tiger sur l'Afrique qui, depuis 15 ans, travaille avec tous les organismes africains sur les questions de nappes d'eau, de qualité, d'étendue et autres. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passent effectivement pour essayer de voir quelle aide le satellite peut apporter
dans des questions de développement durable, d'aide au développement de grands problèmes. Ça existe. On ne peut pas tout résoudre, hein, comme pour le maritime. C'est un outil, mais il y a des choses qui se passent. Je crois que le temps est écoulé. Je vous prie de remercier nos 5 intervenants. J'espère que vous avez apprécié. Et je vais laisser la parole à Claire Joly, si je n'ai pas oublié mon programme.